Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit que notre société Electronic Solutions for You a développé. Il s'appelle le chasseur de moustiques. Comme vous savez, tous les ans il y a des moustiques très voraces qui sont prêts à sévir dans notre région. Mais un de nos clients voit dans cette menace une opportunité commerciale. Il souhaite qu'on développe un dispositif anti-moustique basé sur un système sonore. Dans un premier temps, il souhaite étudier l'impact sonore sur le moustique, c'est-à-dire il veut savoir comment le moustique va réagir aux différentes fréquences. Puis il souhaite également pouvoir étudier l'impact d'un son animalier, par exemple d'un autre moustique, sur le moustique lui-même. On aboutit alors au cahier des charges suivant. Le système doit pouvoir permettre de connecter soit un générateur de fonction sur lequel on peut régler la fréquence du son émis, soit un microphone, puis il faudra éventuellement amplifier ce signal et connecter à la sortie un haut-parleur. Voici le schéma fonctionnel. On connectera soit un microphone, soit un générateur de signal à l'entrée. Puis il faudra un système électronique pour éventuellement amplifier ce signal et adapter les impédances, de telle sorte qu'on puisse connecter un haut-parleur à la sortie. Je vais vous montrer comment notre client voit le système. Il souhaite prendre une boîte en plastique comme celui-là. Il va attraper les moustiques. Il met les moustiques dans la boîte. Il ferme la boîte. Il va émettre un son et l'envoyer, ce son, sur la boîte et regarder comment les moustiques vont réagir en fonction du son envoyé. Commençons par l'élément qui fournit le son, c'est-à-dire l'haut-parleur. Nous avons choisi un haut-parleur ayant une impédance de 50 ohms, ceci afin de faciliter les choix des composants électroniques servant à l'amplification. Le haut-parleur peut fournir une puissance sonore jusqu'à 2 watts, il a un diamètre de 5 cm, donc il est assez petit. Son support est en métal, la membrane est en plastique. Il peut être utilisé à la fois pour la voix et pour les signaux. Il peut être employé à l'intérieur et à l'extérieur. Il résiste aux UV. Donc, il convient parfaitement à notre application. Maintenant, concentrons-nous sur les éléments à connecter à l'entrée. Le client souhaite pouvoir connecter un microphone. On utilisera un microphone à condensateur électrique. C'est le transducteur le plus courant utilisé pour détecter ou mesurer des signaux sonores. Son fonctionnement est exactement le contraire du fonctionnement d'un haut-parleur. Lorsqu'un signal sonore est détecté, il produit des signaux électriques. Petit rappel, à l'haut-parleur, on envoie des signaux électriques et il produit du son. La connexion électrique nécessite une alimentation, une résistance et une capacité de liaison. Passons maintenant à l'étage d'entrée. Le signal électrique produit par le microphone sera appliqué à un préamplificateur qui se trouve en début de chaîne. Je ne vais pas rentrer en détail concernant le préamplificateur. Nous avons choisi le TLE 2141 du fabricant Texas Instruments. Dans la fiche technique, on voit des possibilités de mise en œuvre de ce préamplificateur. Soit en montage inverseur, comme on voit à gauche, soit en montage non inverseur, comme on voit à droite. Dans les deux cas de figure, son gain, c'est-à-dire le rapport tension de sortie sur tension d'entrée ou V-out-in, peut être ajusté par des valeurs des résistances R2 et R1 que l'on connectera autour du TLE 2141. Ici, on a sa réponse en fréquence et on voit que le gain est constant sur une large plage de fréquences dans la configuration non inverseuse de l'ampli-op. Nous utilisons cette configuration avec des valeurs de R1 et R2 de 33 kΩ et 4,7 kΩ respectivement, ce qui donnera un gain de 8. Le gain est donné par la formule AV 1 plus R2 sur R1, donc c'est très facile à ajuster. Nous allons implémenter le schéma qui figure ici. Donc on a des résistances, un amplificateur opérationnel et des condensateurs. Donc ce schéma est déjà réalisé ici. Ici on voit l'amplificateur. Les deux résistances qui permettent de générer la tension VCC sur 2 se trouvent ici. L'ampli-op il est alimenté sur la proche 7, comme on voit ici. Et si on regarde la tension, on trouve bien presque 5 volts. La proche 4 est remis à la masse. Ce condensateur, il va sur l'entrée non verseuse, il faut que la tension, laisse que passer la tension alternative. Sur la tension non inverseuse, on a donc c'est l'approche 3,4 volts, c'est VCC sur 2, et pareil pour l'entrée inverseuse. Et les deux résistances R2 et R1 qu'on trouve sur le schéma permettent de fixer le gain. Cet condensateur bloque la tension continue et un co-circuit alternatif puisqu'on a une tension
une alimentation asymétrique pour cet amplificateur opérationnel entre 0 et VCC. Nous allons nous concentrer sur le deuxième étage qui est constitué d'une partie amplification à gauche et d'un étage de sortie à droite. Nous allons calculer le point de fonctionnement ou point de repos pour cet étage à transistor. Le point de fonctionnement est défini par le couple IC-VCE, c'est-à-dire la connaissance des courants de collecteur qui parcourent les transistors et les tensions collecteur-émetteur VCE. C'est une étape incontournable lors de la conception d'un circuit électronique. Commençons par étudier la partie amplification qui est constituée de 4 résistances R1, R2 sur la range à gauche et RE, RC en bas et en haut du transistor. Afin d'analyser ce circuit, nous allons faire des approximations. D'abord, on néglige le courant de base qui rentre dans le transistor devant le courant qui circule dans R1 et R2. Avec cette approximation, on peut calculer le potentiel qui se trouve entre R1 et R2 en utilisant la formule du pont de diviseur tension. Ce potentiel se trouve également sur la base du transistor. Si le transistor fonctionne en régime actif, on a une chute de tension entre la base et l'émetteur de 0,7 V. Par conséquent, on connaît le potentiel sur l'émetteur qui est de VB moins 0,7 V. Puis, grâce à la loi d'Ohm, nous pouvons calculer le courant d'émetteur. En effet, IE égale VE sur RE. Le courant d'émetteur est approximativement égal au courant de collecteur IC. Pour pouvoir calculer le potentiel VC, on néglige dans un premier temps le deuxième étage, déjà il ne figure pas sur ce schéma. Connaissant le courant IC qui parcourt RC, on peut calculer le potentiel VC au collecteur grâce à la relation VC égale VCC moins RC-IC. Finalement, on trouve le point de fonctionnement du transistor, c'est-à-dire le courant IC et la tension collecteur-émetteur VCE, VCE étant égal à la différence de potentiel VC moins VE. Faisons une application numérique avec les valeurs de R1 et R2 choisis et de VCC 5 V, on trouve VB 1,1 V grâce à la formule du pont diviseur. Avec VB 0,7 V, la tension de l'émetteur vaut VB moins 0,7 V, c'est-à-dire 0,4 V. On trouve IE qui égale VE sur RE, c'est-à-dire 0,4 V sur 100 ohms, ce qui donne 4 mA. Donc, IC vaut 4 mA. Pour VC, qui est égal à VCC moins RC fois IC, on trouve 3,1 V. Donc, on a comme point de fonctionnement IC 4 mA et VCE qui est égal à VC moins VE qui vaut 2,7 V. Ces informations sont importantes. Ici, le potentiel VC qui est de 3,1 V peut alors varier de plus 1,9 V jusqu'au potentiel VCC. Donc, on a une expression du signal possible autour du point de fonctionnement de plus 1,9 V. La tension VCE étant de 2,7 V, donc le signal peut varier de moins 2,7 V jusqu'à la saturation du transistor. Donc la tension VCE nous donne l'information sur l'excursion possible du signal de sortie avant l'écrêtage ou saturation de l'ampli. En conclusion, un point de repos du transistor bien choisi est primordial pour son bon fonctionnement. Finalement, pour ce montage, avec RE et RC dans l'émetteur et le collecteur respectivement, le gain en tension est à peu près égal au rapport de résistance RC sur RE, c'est-à-dire proche de 5. Nous allons vérifier sur la plaque d'essai nos calculs théoriques. Ici, nous voyons les 4 résistances et le transistor. Les résistances R1 et R2 se trouvent ici. Nous avons calculé d'avoir un potentiel sur la base VB de 1 V. Nous allons mesurer ce potentiel et on trouve un peu plus que 1 V. Puis on a l'émetteur qui se trouve ici, donc on a une tension entre la base et l'émetteur de 0,7 V, donc il faudrait qu'on trouve en plus quelque chose de 0,3 V. Et nous avons calculé 0,4 V, on trouve 0,35, on n'est pas loin. Et finalement, sur le collecteur qui se trouve ici en haut, on peut mesurer la tension et on trouve 3,15 V, ce qui est très proche de la valeur calculée qui est de 3,1 V. Donc par la suite, on peut introduire que la tension entre collecteur et émetteur est 2,7 V comme les calculs. Pareil pour le courant qui traverse cette branche-là, connaissant la résistance qui est de 47 ohms ici, on peut aisément calculer le courant qui traverse cette branche. L'étage de sortie à droite ne fournit pas de gain en tension. Il s'agit d'un émetteur suiveur.
son gain en tension est égal à 1. Comme son nom l'indique, le signal appliqué à l'entrée, à savoir sur la base, se trouve sur l'émetteur, juste décalé d'une tension continue de 0,7 volts. Ou dit autrement, le signal sur l'émetteur suit le signal appliqué à la base, dont le nom est émetteur-suiveur. Par contre, cet étage fournit la puissance électrique nécessaire qui sert à transformer en puissance sonore par le haut-parleur. On peut de nouveau calculer son point de fonctionnement. Nous avons le potentiel sur la base qui est à peu près égal au potentiel du collecteur précédemment calculé. Cela nous permet d'en déduire la tension sur l'émetteur qui est de 0,7 volts plus bas que VB. En connaissant VE, on trouve de nouveau IE grâce à la loi d'Ohm, IE égale VE sur R2. Puis on peut calculer la tension VCE. Ici, le collecteur est directement connecté à l'alimentation VCC, donc VCE égale VCC moins VE. Nous pouvons facilement calculer les valeurs des tensions et du courant avec les formules précédentes. Ça donne pour VB 3,1 volts, pour VE 2,4 volts, pour IE près de 50 mA, donc pareil pour IC, et pour VCE on a 2,6 volts. On voit que la tension collecteur-émetteur est de 2,6 volts, ce qui permet une excursion du signal importante avant écrêtage, c'est-à-dire distorsion, s'il n'y a pas de distorsion dans les étages précédents, bien sûr. L'étage de sortie se trouve ici à droite, donc nous allons de nouveau vérifier les calculs théoriques. Cet étage de sortie est composé d'un transistor ici et d'une résistance là, donc il est alimenté par une tension VCC, qui est donc de 4,9 volts, si on peut la mesurer ici. Le potentiel sur la base, c'est la sortie de cet étage-là, qui est égal à 3,1 volts normalement. On a 3,15 et on a 0,7 volts entre la base et l'émetteur. L'émetteur, on peut mesurer la tension ici. Et on a bien 3,1 moins 0,7, 2,4 volts. Ce condensateur bloque la partie continue et permet de connecter le haut-parleur. Ce transistor porte une couronne, ce n'est pas parce que c'est le roi des transistors, c'est tout simplement un dissipateur thermique. En effet, tous les étages de sortie doivent avoir un dissipateur thermique parce qu'en général, ils fournissent la puissance pour la charge qu'on connecte. Dans notre cas de figure, c'est un haut-parleur. Ici, nous rappelons le schéma fonctionnel ainsi que son implémentation que nous venons de discuter bloc par bloc. Les tâches d'entrée, les tâches d'amplification et les tâches de sortie, et nous avons vérifié le point de fonctionnement de chaque étage. En principe, on peut être déjà certain que ce montage fonctionnera. Afin de nous rassurer complètement, nous allons appliquer un signal sinusoïdal et vérifier le gain en tension de chaque étage. On va envoyer un signal sinusoïdal sur notre système. Donc, on a réglé le générateur de fonction à 50 mV crête à crête. Donc, c'est un signal plutôt faible qu'on voit sur l'écran ici. Ensuite, il va traverser le premier amplificateur et on voit que le signal sera amplifié sur la sortie. Et je vais régler. On a bien amplification. Donc, si on regarde ici, on avait 100 mV crête à crête, maintenant on a presque 800 mV crête à crête, donc on a presque un gain de 8 comme prévu. Ensuite, le signal va traverser le deuxième étage d'amplification et on va sortir sur le collecteur. La prise du collecteur, on le trouve ici de nouveau. Et de nouveau, on a un gain, comme on peut voir là. Et je vais régler. Et maintenant, on a une tension de presque 2,8 volts, ici crête à crête. Donc de nouveau un gain de presque 5 comme prévu. Le même signal se trouve sur l'émetteur ici et pourra par la suite traverser le haut-parleur si l'on branchera. Maintenant je vais envoyer je vais enlever la résistance ici de 10 ohms et je vais connecter, ou de 47 ohms, je vais connecter le haut-parleur à la place. Et on peut déjà entendre un son ici. Je peux changer la fréquence. Par exemple, je mets 400
40 Hz, c'est le La, où je peux envoyer un signal carré, c'est-à-dire on va ajouter les harmoniques, qui fait que le son est plus riche. Donc, on voit que le signal, que le système est opérationnel et le client pourra étudier le comportement des moustiques en fonction du son envoyé. Donc, au lieu d'envoyer le signal par un générateur de fonction, on peut aussi connecter ici un microphone et on pourra tester le comportement moustique en fonction, par exemple, du son des autres moustiques. Donc, on va envoyer du son sur ce système-là, de moustique, et on pourra étudier le comportement des moustiques en fonction du son des autres moustiques. Donc, le client va être content. Si on fait le point sur le matériel nécessaire pour réaliser ce système, on avait besoin d'une batterie, d'un haut-parleur, d'un microphone, d'un ampli-op, de 2 transistors, quelques résistances et condensateurs, ce qui revient un peu plus de 10 €, ce qui n'est pas excessif. Lors de la réalisation de ce projet, je me suis posé la question suivante. Est-ce que les moustiques ont des oreilles ?